être ultra, c'est 24 heures sur 24, quoi. C'est la semaine au local, c'est le week-end en déplacement, c'est parfois la semaine en déplacement. L'ambiance est exceptionnelle, elle est exceptionnelle franchement. Est-ce que tu es inquiet pour l'avenir du Racing? Les amis, bienvenue sur l'Arena, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo d'exception, vous l'avez compris au titre, à la miniature, au petit trailer sorti il y a quelques jours. J'ai rencontré les Ultra Boys, les Ultras du Racing Club de Strasbourg. C'est un format absolument inédit sur la chaîne, un format qui va se découper en deux parties. Une première partie, interview, long entretien avec Maxime, porte-parole et vice-président du groupe, et une deuxième partie juste avant le match contre Le Havre, dernière journée de championnat. J'ai filmé et je me suis approché le plus près, en accord avec le groupe, du cortège de fin de saison, un cortège absolument exceptionnel. C'est une chance incroyable que de vous proposer ce type de vidéo, vraiment. Je suis extrêmement heureux de pouvoir vous la proposer parce que c'est très rare qu'on puisse approcher de si près un groupe ultra, très rare qu'un créateur de contenu puisse réaliser ce genre de vidéo. Je ne sais pas si ça amorce une suite, je ne sais pas s'il y aura d'autres vidéos de ce genre, ça dépendra peut-être de vous, ça dépendra aussi peut-être des personnes qui regardent cette vidéo. En tout cas, je suis extrêmement heureux de vous la proposer, j'espère que vous allez l'apprécier. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. Bienvenue à celles et ceux qui découvrent l'Arena. Merci à tous les autres pour votre soutien régulier et pour votre fidélité tout au long de ces années. C'est grâce à vous que je peux sortir aujourd'hui ce type de vidéo. Je vous laisse tout de suite avec la première partie, une longue interview avec Maxime, porte-parole et vice-président des Ultra Boys 90 à Strasbourg. C'est parti. Bonjour Maxime. Bonjour Valentin. Ça va bien? Ça va bien, merci. Très heureux de pouvoir faire cette interview. Je le disais en propos introductif de cette vidéo, un format inédit sur ma chaîne, quelque chose que j'ai pas du tout l'habitude de faire, quelque chose qui a été très peu fait dans le YouTube francophone, voire même européen. Donc mon premier message, c'est déjà de te remercier de m'accorder cette interview. Je te remercie toi personnellement et le groupe que tu représentes aujourd'hui. Donc on va passer un petit moment ensemble. On a beaucoup de choses de prévues entre cette discussion aujourd'hui, ce qui va se passer samedi au moment là où on enregistre. On enregistre à une journée de la fin du championnat de Ligue 1. Il y a le Racing qui joue samedi contre Le Havre. Donc on va commencer. Je vais te laisser d'abord te présenter. Donc tu es ultra, membre des Ultra Boys 90, porte-parole et vice-président, c'est ça? Effectivement. Quel est le rôle d'un porte-parole d'un groupe ultra? Alors déjà, je tiens juste également à te remercier. Tu m'as remercié d'être ici. Merci aussi de nous donner la parole. Et quel est le rôle d'un porte-parole? Eh ben, ça va être de répondre aux différentes sollicitations de la presse. Il y a de la presse papier, c'est de la presse aussi locale, parfois régionale, parfois même à l'équipe par exemple, en fonction des différents sujets sur lesquels on est sollicité. Et effectivement, c'est vrai que sur je dirais les 2 dernières années, c'est un point auquel on a accordé plus d'importance par le fait de notre combat contre la multipropriété. Et ben, voilà. On aura l'occasion d'en parler d'ailleurs. Et oui. Donc c'est un rôle bien sûr, tu l'as dit, extrêmement important. Si on revient un peu juste en propos introductif sur toi, ton parcours, comment tu es entré dans le monde ultra strasbourgeois et comment aussi tu en es arrivé à prendre ces responsabilités? C'est le moment historique. Je vais à la Méno depuis le début des années 2000 parce que mon grand-père était un grand fan du Racing Club de Strasbourg. Donc il m'a emmené à la Méno comme beaucoup de gamins finalement. Ouais. Petit à petit, j'y ai pris goût et dès que j'ai pu y aller seul en grandissant, à partir de 2010, j'y suis allé plus régulièrement.
J'étais aussi dans le quart de virage, mais pas en étant membre d'une association. Et petit à petit, on y prend goût. Comme beaucoup le disent, c'est souvent aussi l'endroit qu'on regarde au stade, hein, parce qu'effectivement, ce n'est pas forcément les années où on pouvait beaucoup regarder le terrain. Et du coup, petit à petit, j'ai pris goût à ça. J'ai découvert aussi ce que c'était le mouvement ultra en allant dans le quart de virage, en allant donc ce bloc bas du quart de virage à l'époque. Et j'ai aussi commencé à faire mes premiers déplacements dans les années amateurs. Du fait de la distance aussi, hein. Quand on va à Mulhouse, à Colmar. Et à partir de 2015, l'année des 25 ans, quand aujourd'hui on fête nos 35 ans, c'était ma première carte de membre chez les UB90 qui m'a permis de plus m'investir. Et je m'étais toujours dit, si je prends ma carte de membre, c'est pour m'investir plus et pour mettre plus la main à la pâte aussi sur tout ce qui est investissement, déplacement, tifo peut-être aussi. Donc ça m'a permis de mettre un premier pas dans l'association, d'aller au local, de faire plus de déplacements. Et après, petit à petit, j'ai rejoint le bureau des UB90, qui est donc notre directoire, si on peut dire, hein, si on parle de termes d'association plus classiques. Et depuis 2019, je m'occupe aussi des déplacements chez les UB90, donc réservation d'autocars et prise de réservation aussi de tous les membres qui souhaitent se déplacer à travers la France et parfois en Europe. Beaucoup de missions, mais elle est importante pour toi du coup, donc tu fais tes 10 ans c'est les UB, c'est ça? C'est vrai, oui, donc, effectivement, donc c'est pas forcément quelque chose qu'on... Un anniversaire pour toi aussi quoi. Oui, c'est vrai. C'est symbolique en tout cas. Donc UB90 Ultra Boys 1990, tu as dit c'est vos 35 ans cette année. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur peut-être le contexte d'apparition de ces Ultra Boys à l'époque, si je ne m'abuse, de séparation avec les Meno Boys qui peuplaient alors la Meno, c'est ça? Effectivement, alors à l'époque j'étais loin d'être né encore, mais c'est vrai qu'en 1990 donc les fondateurs des UB90 ont décidé d'amener une nouvelle forme de supporterisme à Strasbourg qui à la fin des années 80 était quand même beaucoup axé sur le hooliganisme, autant à Strasbourg que sur l'autre partie du Rhin, je dirais, par laquelle Strasbourg a beaucoup été influencé. Et donc, effectivement, le groupe a été fondé pour ça, pour mener une autre forme de supporterisme qui serait plus active, aussi plus colorée, plus animée en tribune et qui correspond à ce mouvement ultra qui a été influencé par le mouvement italien, tout à fait. On n'est pas dans les premiers, mais mine de rien, 90 c'est quand même assez tôt. Oui, c'est quand même assez tôt. Oui. Et ça vient de l'Italie, tout à fait. Ouais. Donc 35 ans aujourd'hui, et vous êtes combien de membres aujourd'hui, les UB90? Cette année, on est environ 800 membres. Gros assaut. Effectivement. Gros assaut, oui, on est effectivement 800 membres donc, de personnes qui sont plus ou moins impliquées, je dirais. Chacun a la possibilité de prendre sa carte de membre. Donc, il y en a beaucoup qui viennent bien sûr au match à domicile, un petit peu moins qui viennent à l'extérieur forcément, mais voilà, chacun est libre aussi de prendre sa carte de membre donc, et de s'investir à son bon vouloir chez les UB90. On va embrayer sur l'histoire récente du Racing Club de Strasbourg, sur les 15 dernières années, et bien sûr du mouvement ultra strasbourgeois. Ça passe vite, mais en 2009-2010, Strasbourg est relégué sportivement en national, et à l'issue de la saison 2010-2011, que le Racing ponctue à la 4e place du championnat, le club est relégué administrativement, dépose le bilan et tombe alors en CFA2, donc la Nationale 3 aujourd'hui, la 5e division. Tu n'étais pas encore au sein des UB90 à ce moment-là, mais supporter du Racing bien évidemment. Qu'est-ce qu'on ressent quand son club de cœur, qui est un historique du foot français, qui gagnait encore des Coupes de la Ligue quelques années auparavant, qu'est-ce qu'on ressent quand son club tombe dans cette situation? Qu'est-ce qu'on ressent? C'est un sentiment particulier. Après, j'étais encore assez jeune, disons, ou un peu plus jeune qu'aujourd'hui. Je pense que lors de la descente, en 5e division, il y a beaucoup de personnes qui se sont dit « Waouh, là, il y a un truc auquel j'étais attaché, auquel je ne me rendais pas trop compte. Mais là, je me rends compte qu'on est vraiment passé pas loin de quelque chose de dramatique. » Et du coup, je pense que ça a fait un déclic chez beaucoup de personnes. Certes, effectivement, en CFA2, on était 5000 de moyenne, 6000 de moyenne à la Méno, mais ça reste assez respectable pour une 5e division. Et je pense qu'il y a eu un gros déclic chez beaucoup de personnes.
Et je pense, et là je parle plutôt au nom du groupe parce qu'effectivement j'étais pas dans l'association à ce moment-là, mais je pense que ça a aussi permis à toutes les personnes qui étaient vraiment attachées à l'institution à se rattacher aussi, se retrouver peut-être encore plus. de se retrouver et de marquer l'importance de préserver cette institution. Il y a un match très symbolique qui est le match contre Forbach où la Fédération des supporters du Racing Club de Strasbourg et les UB90 aident le Racing à nettoyer le stade. Il y a des choses comme ça qui paraissent anecdotiques, mais où il y a vraiment eu un certain déclic effectivement. Et c'était pas forcément facile au début, parce qu'il y a aussi eu pas mal d'allées et venues de dirigeants, etc. en 5e, parce que Marc Keller il est arrivé seulement en CFA, donc la saison d'après. Et c'est vrai que au début c'est particulier. Je me rappelle aussi d'une anecdote où l'entraîneur, à 2 semaines du championnat, passe des coups de fil à tout va pour essayer de trouver des joueurs parce qu'on a été liquidé 3 semaines avant et que je pense à Bordeaux cette année c'était un petit peu la même chose où ils ont fait je crois qu'ils ont fait forfait sur les 2 premiers matchs, mais voilà, c'était particulier. Il y a des clubs qui se retrouvent historiques comme Bordeaux aujourd'hui qui se retrouvent malheureusement dans cette situation, et ces années quand même qui sont assez folles je veux dire, au niveau supporteriste, c'est incroyable. Il y a 4000, 5000 abonnés en national, il y a des records d'affluence. C'est quand même je pense que ça va être des images incroyables que tu gardes en tête, toi. Oui, moi j'ai beaucoup d'images en tête, effectivement. Des matchs, on joue contre Jarville, contre Moulins, contre Jura Sud, contre des villages parfois. C'est ça, c'est vrai. Après, on a joué contre Luçon en Vendée, on a joué au Poiré-sur-Vie. Je me rappelle forcément des derbies contre Mulhouse, contre Colmar plusieurs fois parce qu'on est resté 3 saisons en national. Aussi d'un match très particulier contre Colomiers où le stade était plein à craquer et où il y a eu cette fameuse... ça jouait en Corse, je crois, du côté de Bastia. Et personne n'avait de réseau au stade, personne ne savait le score et il y a des gens qui ont mis une rumeur comme quoi le score nous était favorable. Et donc on a célébré mais il ne nous l'était pas, des petites choses comme ça. Ouais, c'est des gros souvenirs. Et puis en déplacement aussi, des déplacements en Coupe de France à Répert-de-Villers, à Chenambourg par exemple, dans vraiment des clubs de district et où forcément l'accueil des supporters et la convivialité est tout autre que ce qui se passe aujourd'hui en Ligue 1. Donc oui, c'est aussi pour ça qu'on parle aujourd'hui ou d'une réelle différence de ce qu'on vit aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans, quoi. Je vais te dire une date qui va te parler très probablement. 27 mai 2016 à Belfort. Le Racing Club de Strasbourg-Alsace retrouve le monde pro en validant sa montée en Ligue 2, 5 ans après sa relégation administrative en CFA2. Oui. Bon, pari réussi pour le club, les joueurs, l'effectif qui compte alors déjà des figures marquantes de l'histoire récente du Racing, Liénard, Seka, Oukidja, Blaya, Grimm. Un pari réussi pour Keller et ses partenaires qui ont repris le club en 2012, qui ont relancé le dynamisme de celui-ci. Et une réussite bien sûr pour tous les amoureux du Racing. Je te pose exactement la même question qu'avant. Qu'est-ce qu'on ressent quand le club qu'on n'a jamais lâché retrouve le monde du foot pro? Ouais. Et c'est facile comme question parce que finalement il y a tellement d'histoires que ça me donne des frissons là parce que franchement c'est vraiment des choses très, très fortes à vivre et effectivement l'envahissement de terrain à Belfort, effectivement c'est un match nul qui est parfois un petit peu discutable parce que ça a arrangé les 2 équipes de faire Belfort match nul pour remonter et être maintenu, mais c'est je dirais une sorte de délivrance finalement de se dire on en a chié et là on retrouve le football professionnel grâce à effectivement une bonne gestion à l'époque, une unisson aussi dans les tribunes et des joueurs qui ont fait un gros travail aussi. Donc c'est un sacré souvenir aussi ce déplacement à Belfort. Et je pense aussi au premier déplacement en Ligue 2 qui était à Bourg-Péronat avec notre fameux tifo Mersen Vederdo qui veut dire nous sommes de retour en alsacien. Ouais, je trouve ça franchement incroyable et le rôle des supporters et des UB90 a été franchement fondamental dans la remontée du Racing et dans
dans le soutien envers ce club. Et puis, l'année suivante, c'est encore plus l'apothéose, j'ai envie de te dire, il y a Thierry Laurey qui débarque. C'est une saison de folie pour le Racing qui va faire mieux que se maintenir en Ligue 2 comme c'était l'objectif initial, qui va enchaîner une deuxième montée de suite, au terme d'une dernière journée fantastique. Je crois qu'il y a 5-6 équipes qui peuvent monter à la dernière journée. Et le Racing va même remporter le titre de champion de France. Cette saison-là d'ailleurs, 2016-2017, il y a une nouveauté dans le supporterisme à la Méno à Strasbourg, puisque vous quittez à partir de cette saison-là le quart de virage nord-ouest, je crois. Oui. Et vous prenez tout le COP de la tribune ouest. Oui. Comment s'est fait ce changement et qu'est-ce que ça a apporté à la Méno selon toi? C'est vrai, donc début de la saison de Ligue 2, effectivement. Au début, plutôt avant, forcément on se réunit pour en discuter, c'est pas une décision qui est simple à prendre. Mais avant on était dans le quart de virage nord-ouest, effectivement, le fameux QVNO, qui est bien tagué de partout aussi encore aujourd'hui, qui est, je trouve, un bel endroit. Où en fait, dans ce qu'on appelait le bas de cette tribune, il y avait 300 places debout. Et donc, c'était très serré, c'était dangereux aussi parfois. Et donc, on sentait effectivement qu'il y avait un potentiel avec cette ambiance à la Méno. Parce que mine de rien, force est de constater qu'il y a eu cet élan populaire dont toutes les associations de supporters ont sûrement contribué. Et donc effectivement on décide d'aller en tribune ouest haute. Tribune ouest haute parce qu'avant la rénovation de cette année, il y avait donc la partie haute de la tribune et la partie basse. Partie haute où tout le monde est debout, où au début on était sur des sièges et où après c'est passé en tribune debout. Et en bas où c'est toujours resté tribune assise. Et où effectivement on décide d'y aller pour continuer sur cet élan positif et amener plus de monde avec nous, ce qui nous a permis aussi à l'époque de grandir et de ramener toujours plus de monde avec nous, autant à la Méno qu'en déplacement. Ça les a aidés à chercher la montée, cette ambiance? Faut leur demander, mais je pense que c'est possible. Ouais, non, mais je me souviens moi, de cette saison en Ligue 2, l'ambiance à la Méno, elle était incroyable. Franchement, c'est... Ouais, c'est une sacrée ambiance. Je pense que mes meilleurs souvenirs, c'est vraiment l'année de Ligue 2. Enfin, je dirais pas mes meilleurs souvenirs parce que forcément, il y a 2-3 matchs par an où c'est des meilleurs souvenirs. Mais c'est vrai que l'ambiance était vraiment particulière. La saison de Ligue 2 et la première saison de Ligue 1. C'est vrai qu'il y avait vraiment quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on était vraiment là avec nos moyens, quoi. Ouais. Enfin, on n'avait pas les meilleurs joueurs du monde, mais avec une grosse mentalité et on essayait de les porter les plus possible pour cette fameuse grinta qui nous a permis de faire des choses. Tu fais même les transitions, c'est parfait parce que j'allais te demander, cette équipe-là qui enchaîne National Ligue 2, qui monte ensuite National Ligue 2 Ligue 1, qui fait ensuite ce maintien en Ligue 1 incroyable. Franchement, ça avait l'air d'être une équipe très très attachante, avec des sacrés guerriers, des joueurs aussi à mon avis proches des fans. Vous les Ultras, vous avez entretenu des bonnes relations avec certains joueurs? Des bonnes relations, ça dépend où est-ce qu'on place le bon, c'est-à-dire qu'on n'allait pas boire des bières tous les week-ends ensemble, même si ça nous aurait sûrement plu. Je pense qu'il y en a certains qui auraient pu, à mon avis. Mais c'est vrai que je pense à Gonçalves aussi, je pense à Lénard forcément, je pense à Seka, effectivement c'est des joueurs, Blaillac aussi, des joueurs qui sont attachants, qui sont du football qu'on aime, et c'est vrai qu'on avait un rapport particulier avec eux. Pourquoi? Parce que c'est des personnes dans lesquelles on se reconnaît plus aussi, qui n'ont pas été formées au Real ou au Bayern Munich. Donc on a eu aussi des discussions. Il y avait à l'époque, je ne saurais plus dire à quelle année ça a été arrêté, mais dans les années amateurs, on faisait aussi tous les ans avec la Fédé un repas avec les joueurs dans un restaurant où chacun pouvait venir en s'inscrivant. Donc ça c'est une proximité quand même particulière et qui permet d'avoir un attachement particulier aussi. Et après, jusqu'il y a peu aussi, à la Fédération des supporters toujours, on accueillait tous les ans tous les nouveaux joueurs afin qu'ils se présentent et qu'ils puissent s'imprégner donc, de ce tissu local, je dirais. Et donc oui, c'était particulier. Et comment, j'en ai parlé avant, mais Liénard, forcément, c'est une personne à qui on était vraiment attaché et avec qui on avait effectivement des liens plus particuliers qu'avec d'autres. Et il y a eu ce magnifique tifo en hommage à Liénard quand il est parti. C'est qui vrai. s'affiche sur votre écran actuellement et vraiment un bel hommage.
On va jouer à un petit jeu, si tu me permets. Je vais te poser plusieurs questions très rapides à la suite. C'est pas cool ça. Et il faudra une réponse rapide. Alors c'est soit une réponse simple, soit un dilemme. Ok, Je te donne un joker. ok. On est C'est sur bon pour question toi pour un champion quoi. Ouais, c'est à peu près ça. Ton meilleur souvenir, si tu dois en choisir, ton meilleur souvenir de supporter du Racing dans la période CFA2 et CFA National. Le match à Épinal où on joue contre Raon l'étape. On gagne 3-0, on fait revenir 3-2. Et il faut absolument qu'on gagne ce match pour pouvoir monter. On monte d'ailleurs au goal average. Et il y a énormément de Strasbourgeois, je pense que ça doit être 3-4 000 personnes au stade d'Épinal. Ouais, c'était tellement grand qu'il fallait jouer. Il y avait tellement de monde qu'il devait venir qu'il fallait jouer ailleurs. Et en fait, le match a été reporté. Il a été reporté d'une semaine parce que logistiquement, ça passait pas de jouer à Raon. Donc la solution a été de décaler le match d'une semaine pour pouvoir accueillir tout le monde à Épinal. Le match où tu t'es dit, j'ai jamais vu la Méno aussi bouillante. C'était Strasbourg-Francfort. Strasbourg-Francfort en Coupe d'Europe 2019. On gagne 1-0 à l'aller. On rêve beaucoup. On perd 3-0 au retour. Et d'ailleurs là-bas, c'était aussi une très très grosse ambiance. Mais oui, je pense Strasbourg-Francfort. Ton meilleur souvenir de déplacement? Mon meilleur souvenir de déplacement, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ah, si tu devais en choisir un, vraiment. Un meilleur souvenir de déplacement, parce qu'avant c'était facile, tu me dis CFA2, CFA national. Ça donne 5 ans, ça va. Est-ce que tu veux que je te dise sur les 5 dernières années? Mon meilleur souvenir de déplacement, je pense que effectivement, là ça m'a laissé le temps de réfléchir, quelle que soit l'année. Je pense que mes meilleurs souvenirs en déplacement, c'est toujours la Coupe d'Europe et c'est toujours Maccabi Haïfa Strasbourg. Okay. Maccabi Haïfa Strasbourg, c'est pas forcément la meilleure ambiance, c'est pas forcément le meilleur match. Mais cette sensation de se dire qu'on va aussi loin pour voir son club et voir son équipe jouer, c'est une sensation très particulière. C'est une bande de copains qui se déplacent pendant une semaine, qui voyagent ensemble. Et là, c'est peut-être pas forcément que lié au football, mais c'est un très très gros souvenir. Le plus beau tifo jamais réalisé selon toi par les UB90? Je pense aux 3 brigands. On aura l'occasion d'en reparler en plus. Je pense aux 3 brigands, je pense au tifo des 30 ans, je pense au tifo des 25 ans aussi. Après, il y en a beaucoup dans les années 2000 aussi, donc je n'ai pas forcément le match en tête, mais il y en a beaucoup. Ouais. Un petit dilemme maintenant. Recevoir le Real Madrid à la Méno en Ligue des Champions ou pouvoir faire le déplacement de ton choix en Europe? Pouvoir faire le déplacement de mon choix en Europe. Ah, s'il vient du cœur celui-là. Il n'y a pas de dilemme là-dessus. L'ambiance qui t'a le plus impressionné en France? L'ambiance qui m'a le plus impressionné en France, c'était Marseille-Strasbourg, il y a 3 ans si je ne dis pas de bêtises, quand on termine 6e. Et l'ambiance au Vélodrome est juste incroyable. On s'entendait très peu parler, on avait beaucoup de frissons et c'était une très grosse ambiance. Et la petite dernière, c'est aussi un dilemme. Le coup franc de Dimitri Lénard contre Lyon en 2018 ou la victoire en Coupe de la Ligue en 2019? Le coup franc. Le coup franc? Ouais. En plus face aux UB. Je pense le coup franc, ouais. Le coup franc, c'était vraiment dingue parce que franchement, même vu l'angle, on s'y attend pas du tout. On est vraiment dans les années galères encore. C'est le premier maintien en Ligue 1 après la montée. Ouais. Et celui-là, il vaut très cher pour l'histoire du club, je pense. Ça me permet de rebondir sur quelque chose où on parle beaucoup de le match de samedi. C'est le match le plus historique du club parce qu'on peut jouer l'Europe, mais je pense que si on parle de Lyon, ça peut aussi être un match très historique parce que si là on redescend, ça peut avoir des grosses conséquences. Dans le dossier de presse des UB90 que tu m'avais fourni, celui que vous avez réalisé en début de saison, il est écrit que, je cite, les UB90 sont les gardiens des valeurs du club. C'est quoi les valeurs du Racing? Qu'est-ce que les valeurs du Racing et qu'est-ce qu'on défend? C'est quelque chose qui est lié. Pour nous, le Racing Club de Strasbourg, c'est un club ancré localement. C'est un club alsacien, c'est un club qui représente l'Alsace. Deuxièmement, un club qui doit être indépendant. Pourquoi qu'il doit être indépendant? Parce qu'il doit être maître de ses valeurs, de ses idées, pouvoir les véhiculer comme il le souhaite.
Et dans l'histoire, il y a quand même eu beaucoup d'éléments qui ont montré que le Racing Club de Strasbourg était un club ancré localement qui revendiquait des valeurs assez fortes. Le Racing a quand même vécu 2 guerres, a vécu aussi l'occupation, a vécu plein de choses. Donc c'est un club qui doit rester ancré ici et qui doit représenter les Alsaciens, mais aussi dans lequel les Alsaciens et les Strasbourgeois doivent se reconnaître. Les années amateurs ont permis de redorer ça et de repartir de l'avant sur des valeurs qui nous sont chères et qui sont retranscrites là-dedans, qui sont retranscrites dans une charte qui a été faite par la Fédé et transmise au club aussi. Juin 2023, tu sais mieux quiconque ce qui se passe dans l'écosystème du Racing, Blueco, donc le consortium américano-britannique qui a acheté Chelsea en 2022. Rachète le Racing Club de Strasbourg en 2023 et en devient l'actionnaire majoritaire. Depuis, vous, les UB90, vous menez un front, le combat contre la multipropriété, donc le fait qu'un fonds d'investissement possède plusieurs clubs, comme c'est le cas avec Blueco, car vous y voyez un danger, et ce, on l'a dit, alors que le club réalise pourtant une saison sportive qui est assez historique. Tout au long de cette année, on a pu voir dans votre COP une banderole pour un Racing indépendant, populaire et différent. Quelle est ton analyse globale sur la situation et quelles sont les motivations autour de votre mécontentement? Il y a quand même un aspect assez chronologique où notre combat s'est aussi fait crescendo. Notre analyse aujourd'hui, c'est que Blueco a de plus en plus d'emprise sur le Racing Club de Strasbourg. Pourquoi? Parce que Blueco Alsace, qui est la société qui détient le Racing Club de Strasbourg, dont sont ce qu'on appelle au board 5 personnes, dont Marc Keller, et 2 personnes qui sont de Chelsea, qui sont les 2 directeurs sportifs de Chelsea. Première chose qui prouve une certaine emprise sur le club. Et un certain manque d'indépendance, et petit à petit on voit un Racing changeant. On parlait avant de joueurs dans lesquels on se reconnaît, on parlait de valeurs. Si on parle des 3 derniers mercatos, il y a eu plus de 70 arrivées et départs, ce qui est quand même pas très courant, on va dire, à Strasbourg les années précédentes. On voit aussi la tête de proue de Blueco à Strasbourg, qui est Bédad Ekbali, qui a accepté dernièrement de nous rencontrer. Une brève rencontre qui a eu lieu de 10 minutes dans un bar de la Méno, où on lui a vraiment dit que nous on ne souhaitait pas juste une entrevue de pub, mais une vraie discussion pour savoir pourquoi et quelles sont ses motivations à avoir acheté le Racing Club de Strasbourg. Est-ce qu'elles sont financières? Est-ce qu'elles sont sportives? Aujourd'hui, on se doute bien que c'est financier, mais il est arrivé sans même se présenter à la presse, sans se présenter aux employés du club, sans se présenter aux supporters. Et quand on parle de valeur du Racing et d'attachement à tout ça, on se demande quand même l'intérêt de cette personne pour ce qui se passe à Strasbourg. Malgré le fait qu'on dira qu'il fait confiance à Marc Keller, mais force est de constater que Marc Keller aujourd'hui a une influence de plus en plus minime sur les décisions stratégiques du club. Donc pour terminer sur la question, parce que je me suis un peu égaré, quelle est notre analyse sur la situation? C'est vrai que sur le terrain ça fonctionne. On sera bien sûr là aux 4 coins de l'Europe, on l'espère, pour supporter le Racing Club de Strasbourg. Mais c'est quand même avec un goût amer. Avec un goût amer, pourquoi? On parlait de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Europe en 2019, où celle-ci a été vraiment arrachée et où les 3 déplacements de qualification ont été vraiment particuliers. Ça le sera aussi cette année, mais avec un goût spécialement amer quand même, parce qu'on ne représente plus le Racing qu'il est et on se projette beaucoup moins dans le Racing qu'avant. Il y a beaucoup de nos membres qui aujourd'hui prennent moins de plaisir au stade parce qu'ils se reconnaissent moins, et où aujourd'hui effectivement aussi en tribune on remarque qu'il y a des personnes qui sont pour, des personnes qui sont contre, et qui fait que ce qu'on vit au stade c'est pas forcément non plus aussi euphorique qu'avant. C'est parfait parce que tu me fais les transitions. Moi, il y a un truc un peu qui m'a frappé d'un point de vue purement extérieur. Cette saison, c'est que j'ai eu le sentiment qu'à certains moments, il y avait une sensation entre guillemets de fracture entre certains supporters du Racing et vous. Alors que j'ai toujours eu le sentiment auparavant qu'il y avait presque une forme d'union sacrée autour du Racing.
Oui. un peu sous votre devise unis pour vaincre. Mais des critiques, notamment pour le quart d'heure de grève que vous décrétez, que vous faites à chaque début de match, vous en avez reçu beaucoup. Dans un contexte en plus, on l'a dit, excellent sportivement pour le club. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à un supporter de Strasbourg qui ne partage pas du tout ton combat? J'aurais envie de dire déjà que j'accepte et que je respecte qu'il ne partage pas du tout mon combat, parce que je dirais surtout qu'il faut avoir un respect réciproque. C'est-à-dire nous, on mène un combat qu'on appellerait peut-être même pas une grève, mais plutôt 15 minutes de silence. Parce que pour moi, une grève, c'est quand même quelque chose de différent que 15 minutes de silence qui sont pacifiques, je dirais. Hein. Nous, on mène 15 minutes de silence pour montrer notre désaccord avec la direction du club. Ceux qui ne sont pas en accord, qu'ils respectent ça. L'association, elle est là depuis 1990, on l'a dit en intro. On se déplace depuis des années pour soutenir nos joueurs et on n'a pas arrêté cette année. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne soutient pas nos joueurs, mais ça veut dire qu'on fait cette entrave qui est aussi compliquée pour nous. Hein. C'est pas du tout un plaisir. C'est pas un plaisir, mais c'est quelque chose qui représente mes valeurs et sur lesquelles on ne souhaite pas s'asseoir parce que on a une image du Racing Club de Strasbourg qu'on ne souhaite pas voir changer. Donc je dirais à cette personne qu'elle respecte notre combat, que chacun puisse vivre sa passion pour le Racing comme il le souhaite. Et je pense, mais là c'est encore une fois à titre un peu externe, que ouais, votre combat est peut-être moins entendable du fait de la saison que réalise le Racing Club de Strasbourg. C'est clair que si tu es 15e à 4 points de la zone rouge, peut-être que là, les minutes de silence des UB, on les entend un peu plus, quoi, oui. Justement. Mais justement, est-ce que tu penses que ces gens-là n'arrivent peut-être pas assez à voir à long terme? C'est quelque chose que je me suis dit, tiens, j'ai oublié de le dire avant, donc parfait. C'est aussi effectivement que je dirais à cette personne que chacun le vit comme il le souhaite, mais aussi d'être attentif à ce qui arrivera demain. Parce qu'aujourd'hui, il y a un succès qui est peut-être éphémère, qui est basé sur énormément de finances et qui est effectivement dangereux pour le club. On le voit, on a parlé de Bordeaux avant, mine de rien, Bordeaux c'est aussi c'est plus ou moins la même histoire finalement il y a quelques années, mais c'est les mêmes risques. Le succès sportif occulte beaucoup de choses. Je pense à un élément l'année dernière. L'année dernière, je ne me rappelle plus où est-ce qu'on était au classement, mais on n'était pas terrible. On joue contre Brest à domicile, on prend 3-0. On décide de quitter notre bloc et de le vider et de laisser une banderole. Quel est le projet? Ouais, je me souviens de ça. On a été beaucoup suivis par la tribune, beaucoup applaudis, respectés. Mais je pense, parce que ça avait beaucoup attrait aux sportifs, bien sûr, à l'élément auquel peut-être logiquement la plupart des personnes s'attachent et suivent. C'est vrai que nous, on a un attachement plus particulier au club, où certes c'est le sportif qui nous intéresse parce que c'est les joueurs et ce qui se passe sur le terrain, mais c'est aussi beaucoup l'institution, ce que ça représente et ce qu'il y a derrière. Pour le résumer, je dirais que, et attention, ce n'est pas forcément la vérité ultime, mais je pense qu'il y a beaucoup de supporters qui, pour eux, vont au stade une fois toutes les 2 semaines et ça sera 3 heures de leur temps pour passer un beau moment avec leurs amis et voir du beau football, voir du spectacle. Nous, être ultra, c'est 24 heures sur 24, quoi. C'est la semaine au local, c'est le week-end en déplacement, c'est parfois la semaine en déplacement. C'est une toute autre vie et donc une toute autre dimension, bien sûr, une toute autre approche qui fait qu'on le voit différemment et qu'on voit plus loin que ce qui se passe juste le samedi soir. Et on a aussi peur du coup pour le futur du Racing quand dans les 20 dernières années, on a quand même connu plusieurs éléments qui font qu'il faut faire attention à ce qui se passe dans la gérance du club. Je te demanderais soit de répondre ton avis personnel ou l'avis du groupe. Est-ce que tu es inquiet pour l'avenir du Racing? Aujourd'hui, oui, je suis inquiet pour l'avenir du Racing parce que la personne ou les personnes qui ont racheté les clubs déjà n'ont pas présenté forcément d'objectifs précis de leur rachat ni de motifs. Qu'est-ce que sera le Racing Club de Strasbourg quand il y aura un 3e et un 4e club dans ce consortium de multipropriété, quand on aura décidé de mettre beaucoup moins de fonds et qu'il faudra rembourser les dettes? Oui, je suis inquiet parce que le club aujourd'hui n'est plus un club différent
comme il l'était jusqu'il y a 2 ans et comme il était revendiqué par le club. Aujourd'hui, le Racing est un club comme les autres qui rentre dans le moule du foot business. Vous avez reçu beaucoup de soutien d'autres ultras français à ce sujet, même lors du dernier déplacement à Angers où il y avait une banderole dans le code de la butte non à la multipropriété. Des soutiens de la NS aussi, de vos copains allemands également. Qu'est-ce qu'on ressent quand on voit que la cause qu'on défend est, j'ai envie de dire, partagée par ses pairs, mais partagée par d'autres tribunes? C'est vrai. C'est vrai qu'à la Méno, il y a eu beaucoup de tribunes françaises qui ont décidé au moins de faire une banderole avec nous. Je pense à Lens, je pense à Auxerre, je pense à Saint-Étienne. Il y en a d'autres également. Je dirais que c'est positif et que ça montre aussi qu'on n'est pas seul dans notre combat. On n'est pas seul dans notre combat et effectivement, il y a d'autres tribunes en France qui sont sensibles à ce sujet. Parce que ça peut arriver à tout le monde. On n'est pas à l'abri que n'importe quel autre club en France soit racheté par une multipropriété. Et ça, c'est positif pour nous d'être soutenus autant par les plusieurs tribunes françaises à domicile comme à l'extérieur ou effectivement par nos amis allemands de Berlin et de Karlsruhe. Et effectivement, c'est un sujet qui est traité à la NS aussi où on essaye de faire un travail plutôt institutionnel là-dessus. Ça va nous permettre, écoute, d'embrayer un peu sur la culture ultra strasbourgeoise, le supporterisme. Mais je te propose qu'on aille se balader un peu. Bien sûr, allons-y. On se retrouve place Broglie, plein centre-ville de Strasbourg. Et je vous ai présenté avant comme l'association majeure des supporters du Racing Club de Strasbourg, ce qui s'y est vrai. Mais il y a aussi d'autres groupes, d'autres associations, le COP Ciel et Blanc, Paris Art Section, le Racing Girls aussi. Quelles sont les relations que vous entretenez avec les autres associations de supporters? Elles sont plutôt bonnes, hein, effectivement. Il y a le KCB, il y a les Racing Girls, il y a le CCS aussi, Club Central de Supporters. Les relations se passent bien. On organise parfois des déplacements ensemble quand on organise des déplacements massifs. C'est vrai qu'au niveau de l'animation de la tribune, on est moteur. C'est nous qui avons le promontoire, le micro et qui sommes le moteur, mais eux fédèrent aussi d'autres supporters et ça se passe plutôt bien. C'est vrai qu'il y a certaines associations qui sont un petit peu moins jusqu'au boutiste dans le combat, mais je trouve qu'il y a quand même une certaine harmonie en tribune. Oui, une harmonie. C'est pas le cas dans tous les clubs, hein. Il y a des clubs de Ligue 1, Ligue 2 où il y a des groupes de supporters qui souvent parfois s'entendent pas, des petites guéguerres. C'est vrai que ça peut arriver. Ça peut arriver quoi. Mais non, chez nous c'est plutôt bien. C'est vrai que ça a été déjà plus uni par le passé parce qu'effectivement il y avait cette sorte d'union sacrée que tu disais, où aujourd'hui il y a peut-être des sujets un petit peu plus clivants. Tu nous as parlé avant de la Fédération des supporters du RCS, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est une association qui chapeaute un peu tout le monde ou qui regroupe les personnes dirigeantes ou pas du tout? Qu'est-ce que c'est comme fonctionnement? Alors ça tombe bien parce que la Fédération des supporters fête ses 15 ans. Ils ont fêté leurs 15 ans le week-end dernier. Fédération des supporters du Racing Club de Strasbourg, ils ont été donc créés en 2010, si on calcule bien. Et effectivement, c'est une association qui a son local aussi. Ouais. Un local qui est ouvert à tous les supporters du Racing, qui est vraiment pas loin du stade et qui permet de se retrouver justement autour des valeurs dont on a parlé avant. C'est vrai qu'eux ne sont pas du tout acteurs au stade, il n'y a pas de bâche. Mais ils ont un gros travail justement sur l'institution qu'est le Racing Club de Strasbourg et sur la protection de ses valeurs. On est, disons, les deux associations qui sommes les plus représentatives du supporterisme à Strasbourg. Et voilà, effectivement, eux, ils regroupent
des supporters de tous horizons, je dirais, qui ne sont pas ultra. Certains le sont ou l'ont été, hein, mais c'est vrai que c'est une association qui regroupe un petit peu tout le monde autour d'un supporterisme un petit peu moins actif, mais sur des valeurs qui sont quand même proches des nôtres. On est place de la cathédrale à Strasbourg. La cathédrale de Strasbourg qui est un emblème absolument incroyable. Peut-être une des plus belles cathédrales au monde. Et j'ai même envie de te dire, c'est pas que la cathédrale représentant Strasbourg, c'est peut-être aussi un monument représentant l'Alsace. Et j'ai envie de dire, c'est un peu pareil pour le Racing. Je pense que même que ce soit les membres de l'ASSO ou même les supporters du Racing, ils viennent pas tous du Carré d'Or à Strasbourg. Non. Je pense que c'est un peu réparti. Et moi, il y a une anecdote qui m'a frappé parce que j'étais à la gare de Strasbourg l'autre jour et j'ai vu un train qui revenait qui faisait Strasbourg-Colmar. Un train qui allait à Colmar, rempli de fans du Racing. Oui. Ah oui, effectivement, il y a ce qu'ils appellent les trains bleus, où ils organisent des trains pour pouvoir aller au match. Donc oui, il y a énormément de fans du Racing qui viennent de partout en Alsace, hein. Du nord, du sud, de Colmar, de Mulhouse même. Parfois des Vosges, il y a aussi des Allemands, sans parler de l'amitié, hein. Il y a des personnes qui habitent à Offenbourg ou à Kiel, qui viennent voir le match. Donc oui, le Racing il représente Strasbourg, mais aussi tout ce qu'on pourrait appeler le peuple alsacien finalement. Quand on se balade dans la magnifique ville de Strasbourg, on voit certaines choses qu'on retrouve sur vos tifos. La skyline de Strasbourg, la cathédrale, quelques petits éléments, notamment bien sûr, on est passé avant près de République, il y a les 3 brigands en hommage au regretté Tommy Ungerer. Est-ce que pour toi, le mouvement ultra dans une ville, il doit s'imprégner de la culture locale? Est-ce qu'il représente une ville? Est-ce qu'il y a un lien? Oui, je dirais oui, carrément. Dans le mouvement ultra, dans son ensemble, je trouve. Et également à Strasbourg, oui, c'est vrai, un groupe ultra, ça représente son club, mais ça représente aussi sa ville et son histoire. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est vraiment lié. Et c'est vrai qu'on utilise beaucoup d'éléments, si ce n'est évidemment la cathédrale. Il y a les ponts couverts qu'on a pu voir sur certains tifos aussi, je me souviens. Oui, il y a un gros aspect historique. Ou également les armoiries de Strasbourg avec les lions, qui sont d'ailleurs sur notre bâche historique. Oui, il y a un gros aspect historique et attachement à la ville. Aussi, oui. Et à l'Alsace aussi, avec quelquefois des drapeaux alsaciens, des petits chants Jetzgeslos aussi. On ne retrouve pas forcément ça dans tous les clubs ultra en France, dans tous les clubs et dans tous les groupes ultra en France. Est-ce que c'est peut-être la fierté alsacienne qui se ressent dans le virage du Racing? Comment t'expliquerais tout ça, toi? Oui, effectivement, il y a même eu des tifos sur l'Alsace. Je me rappelle d'un tifo où on a aussi plein de blasons de villages alsaciens. Oui, effectivement. C'est quelque chose qui est ancré où effectivement, oui, on représente Strasbourg et l'Alsace, qui est quand même assez particulier niveau histoire. Oui. Et là, on voit en plus plein de magnifiques édifices à colombage, symboles représentant l'Alsace, Strasbourg. Et en plus, je dirais de l'aspect culturel et de l'identité locale régionale, il y a l'histoire qui est très souvent présente dans les stades de football. Et en Alsace, comme en Moselle, il y a une histoire qui est très, très particulière, l'histoire du XXe siècle, la guerre de 1870. Et cette saison 2024-2025, elle marque une date importante pour Strasbourg, 23 novembre 1944, les 80 ans de la libération de la ville. Et à cette occasion, vous avez réalisé cette saison ce tifo absolument magnifique avec le général Leclerc et le serment de coup franc. Et puis je te l'ai dit en off, moi c'est un tifo que j'ai trouvé incroyable et tout bonnement exceptionnel. Est-ce que tu peux me raconter un peu comment ça s'est décidé, pourquoi vous avez décidé de faire cet hommage, comment vous l'avez concocté et puis la charge de travail que ça a représenté?
Bon, les 80 ans et le serment de Koufra, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Hein. C'est quand même assez représentatif. Hein. Je ne déposerai les armes que lorsque les belles couleurs flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. Et donc forcément, c'est un très beau symbole aussi pour la liberté de Strasbourg. Donc ça a été... on s'est penché dessus assez tôt, hein, parce que ça paraissait logique pour nous. Et on a eu forcément plusieurs idées. Hein. Forcément, on a des idées, on fait des brouillons. Et puis on a décidé de faire ce grand voile avec plusieurs éléments qui sont représentatifs de cet événement. Et c'est un voile avec de la peinture. Et donc on a fait ça dans un grand hangar où on a passé vraiment beaucoup de temps. Des journées, des nuitées aussi, à plusieurs pour pouvoir confectionner ça et le sortir à temps. Il a une grosse partie historique, donc c'est vrai qu'il résonne, je pense, chez beaucoup de monde. Et parfois, il y a des tifos qui sont plus attrait à des choses qui sont plus dans le délire ultra ou des choses comme ça. Et là, c'est vraiment quelque chose qui touche beaucoup de monde et même beaucoup de personnes qui sont sûrement extérieures au football. Quoi. Et puis c'est aussi, je trouve, un tifo qui a vraiment été beaucoup repris. On a beaucoup parlé dans la presse, dans les médias. Et je crois d'ailleurs en plus que vous avez réalisé une sorte de making-of qui est disponible sur YouTube où vous montrez justement les travaux, le déploiement en tribune. Franchement, effectivement, oui, il y a une belle vidéo là-dessus pour le documenter. On est place d'Austerlitz, c'est là où on va finir cette interview, cette première partie de vidéo. Samedi, il y aura un petit peu plus de bruit à mon avis, place d'Austerlitz. C'est possible. Ça risque de faire un petit peu plus de bruit. Dernière question, on va peut-être revenir aussi sur ce qu'on va voir dans cette deuxième partie de vidéo, sur ce qui va se passer samedi, le côté sportif aussi. Toi, qu'est-ce que tu vois pour le Racing pour ce match face au Havre? Est-ce que ce sera la 4e place? Ça dépendra des autres résultats. Est-ce que ce sera la 6e place et ce sera bien pour Strasbourg? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je serais satisfait de tous les résultats, je pense, parce que, à vrai dire, le classement, qu'on termine 6e ou 4e, ça sera positif. Hein. Il y a de grandes chances qu'on joue l'Europe, donc quel que soit le résultat, je dirais tant qu'on joue la Coupe d'Europe, ça sera positif. Ça risque d'être une belle journée. Il y aura beaucoup de monde. Il va faire chaud. Il va faire beau, il va faire chaud. J'espère qu'il y aura une belle ambiance et puis qu'on passera un bon moment. Hein. Le rendez-vous est pris samedi, ici à Austerlitz. Maxime, comme prévu, on se retrouve à Austerlitz pour cette deuxième partie de vidéo, cette belle deuxième partie de vidéo. On va vivre un bon moment. Déjà beaucoup de monde à quelques heures du départ du cortège et on voit beaucoup de monde avec le même t-shirt. C'est souvent un événement que vous réalisez pour chaque fin de saison, c'est ça? Effectivement, oui. On peut dire une tradition. Hein. Ça fait quelques années que pour le dernier match à domicile de la saison, on organise ce cortège pour marcher tous ensemble au stade. Et effectivement, traditionnellement aussi, on fait toujours un t-shirt, un maillot que tout le monde peut du coup porter et avoir cette unité et porter nos couleurs. Et quelques-uns de vos amis allemands sont là aussi pour vous accompagner, c'est ça? Effectivement, comme bien souvent, Karlsruhe et Berlin seront présents avec nous aujourd'hui. Parfait. Je suis avec Roulian. Bonjour Roulian. Bonjour. Est-ce que tu peux rapidement te présenter un petit peu? Donc Roulian, j'ai 49 ans, je fais partie de la vieille garde des UB90 et j'ai été un ex-président, un actif très important pendant quelques années au sein du groupe. Et donc toi, tu connais un peu le groupe, tu le connais même très bien? Je le connais même très bien, ça fait plus de 30 ans que je suis carté aux UB90. Et comment tu juges un peu l'évolution de ce groupe au fil des années? Alors nous, moi et toute la vieille garde, parce qu'on est tout un ensemble de personnes qui regroupent, on va dire, les anciens actifs vraiment importants du groupe, on est un peu plus d'une trentaine. On est en phase, on va dire, avec tout ce qui se passe dans le groupe et de ce qu'il est devenu par rapport à ce qu'il était. Nous, on a eu un mini groupuscule, le début des ultras, c'était compliqué dans les années 90. Là, c'est devenu une grosse machine, avec des organisations comme on peut le voir derrière nous, avec pas mal de gens, un grand cortège qui va être organisé aujourd'hui. Et
une grosse organisation, voilà, une grosse logistique qu'on n'avait pas eu à gérer dans le temps. Et en fait, on ne peut être que fier de ça, parce que c'est devenu un groupe vraiment moteur, un groupe moteur dans la tribune. Même si, avec les partis pris qu'on a pris cette saison, notre groupe a pu être remis en question par une partie de la tribune. C'est un peu l'originalité, on va dire, de cette saison. Notre parti pris contre la multipropriété et contre nos propriétaires nous ont mis un petit peu sur le bord de la touche par rapport au reste de la tribune, des gens qui ne comprennent pas et qui ne partagent pas notre point de vue. Voilà. Et aujourd'hui, on voit, on doit être à 6 h du début du match, à 2 h du départ du cortège, il y a déjà beaucoup de monde. C'est ça pour vous les valeurs populaires du Racing? Voilà, alors là, effectivement, donc là, on a voulu refaire notre événement habituel de fin de saison, qui est un événement populaire et festif, qui est un grand cortège qui permet d'aller au stade. Généralement, il fait beau. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins le cas. Mais voilà, le but, c'est d'entraîner les gens. Un Strasbourg populaire, un football populaire, c'est ça qu'on veut défendre. Et donc, du coup, là, on fait fi de nos engagements que une partie de la tribune ne partage pas, c'est pas grave. On fait quand même un rassemblement populaire et festif. On va tous ensemble au stade et on va, nous, le premier quart d'heure, on fera toujours silence parce que c'est notre conviction. Le reste du stade pourra continuer à chanter, c'est pas un sujet, entre guillemets. Et à la 15e, ça va partir à bloc. C'est un événement un peu particulier ce soir. Il y a un de nos capots qui prendra sa retraite officiellement à la fin du match, après 25 ans de micro. Donc ça va être un moment très important. C'est un match à enjeu pour Strasbourg, pour le Havre aussi. Ça risque d'être une belle journée, quoi. Bel événement à toi et merci. Merci beaucoup. Je suis avec Pimpin. Bonjour Pimpin. Salut. Comment ça va? Très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement dans ton histoire à Strasbourg? Bon, je suis un ancien président des étrangers 90, j'ai 35 ans et maintenant je suis membre de la vieille garde. Qu'est-ce que fait un président d'un groupe ultra? C'est beaucoup de choses, c'est comme gérer une petite entreprise, c'est penser à beaucoup de choses et c'est beaucoup d'humains, parce que forcément on gère un groupe d'humains avant tout. Et beaucoup de relationnel avec le club et puis les autorités et penser à son groupe au quotidien. Corentin, la trentaine, supporter du Racing depuis mon enfance. Les membres des UVC. Membre du groupe depuis l'année des 25 ans. Est-ce que tu peux nous parler toi des valeurs du Racing, des valeurs que défend le groupe, ce que vous voulez en fait pour le Racing? En fait, c'est plutôt une manière de voir le football. Qu'est-ce qui nous intéresse sur pourquoi on vient, qu'est-ce qui nous anime de venir. Et c'est plus on va dire, de l'authenticité en fait. Parce que ce à quoi aspire le club actuellement, c'est tout sauf de l'authenticité, tout sauf de la spontanéité et surtout des valeurs indépendantes en fait. Ce que chacun aimerait, ce que nous on aimerait, c'est que le Racing soit lui-même et indépendant et qu'on ne vive que par lui-même et pour lui-même. On défend surtout les idées qui ont été celles de la reconstruction, qui ont été fondées par Marc Keller, même avant, avec Citerlé et Keller dans la suite. Mais cette idée de construire un club autour de valeurs locales et dans lequel chacun se reconnaît avec une identité. Là, on cherche du coup à montrer que ce qu'on défend, ça prend sa source dans ce qui a été créé il y a une quinzaine d'années maintenant. Il y a déjà quelques pétards, ça risque de péter un peu cet après, c'est ça? Pendant tout le l'après-midi. ça va être comme ça. Super, merci à toi, bon match, bon après-midi. Très intéressant, je trouve, les discussions que j'ai pu avoir, notamment avec Julian, avec Coco, avec Pimpin. Il y a vraiment beaucoup de choses tellement intéressantes qui ressortent de leur discussion, notamment sur leur rapport à l'association, le mouvement ultra, leur rapport au club également. Et j'ai pu avoir beaucoup d'autres discussions avec des supporters du Racing en off qui montrent à quel point c'est incroyable comme engouement, comme événement, comme liens sociaux qui ressortent de ces discussions, de ce genre d'événements. Il y a des personnes de 50, 60 ans à côté de personnes de 15, 16 ans. Enfin, je veux dire, c'est absolument fantastique à voir. Et c'est vraiment c'est ça les images que j'aime du football et je suis très heureux de vous pouvoir les montrer. Je serai comme les médias et les photographes, je serai à l'avant du cortège, tout devant. Donc il y aura la bâche qui sera en face de moi. Donc j'aurai une magnifique vue sur ce cortège et je vous partagerai des images assez fantastiques. L'ambiance continue tout doucement à croître du côté de place d'Austerlitz à Strasbourg. Le soleil ressort également, ça c'est positif. Ça promet une très belle fin d'après-midi.
Le cortège est donc parti, les amis. Vous avez vu la banderole derrière. Football populaire, Strasbourg, football populaire. Chaque année, les UB90 font leur banderole, refont une banderole exprès pour cette journée, pour ce cortège. Sur conseil de quelques leaders du groupe, je vais prendre un peu d'avance pour me mettre en hauteur au niveau d'un pont. Il y a un petit moment sympa aussi, assez émouvant avec le capot historique, enfin un des capots du groupe qui arrête à la fin de cette saison. Donc c'est un très beau moment pour lui aussi. Il a été célébré par tout le groupe. On arrive bientôt au stade en plus. Donc là je vais me poster un peu en haut pour avoir une vue assez plongeante sur le groupe et sur le cortège qui de là où je suis m'a l'air assez long. Donc on va voir ce que ça donne là-haut.
Ouais les amis, ça y est, le cortège est arrivé au stade de la Méno, juste là, le match est dans 2h30. Quel engouement, quelle ferveur, il y a déjà énormément de monde aux abords de la Méno. C'est aussi ça la force du Racing, c'est avoir réussi à faire venir ses fans très très tôt, et les UB90 participent bien sûr à cet engouement. Je vous ai donc filmé ce cortège, j'ai pas pu trop parler forcément vu le bruit. Je vous laisserai bien sûr profiter des images, j'espère que ça rendra bien, j'espère que vous avez vu de très belles choses. En tout cas l'ambiance était vraiment populaire, fraternelle, fantastique. J'ai rencontré beaucoup d'ultra du Racing, j'ai discuté avec beaucoup d'entre eux qui suivent mes vidéos, qui regardent, donc on a beaucoup échangé, c'était franchement de très très beaux moments, très belles discussions. Beaucoup également de suiveurs de la chaîne sont venus me voir, on a pris quelques photos, on a discuté, donc c'était vraiment un très très beau moment et vraiment une après-midi plein de beaux souvenirs et de belles images. J'ai pu dire au revoir à Maxime aussi en partant, qui m'a accompagné à l'avant du cortège, donc j'étais tout devant et j'ai pu vous proposer ces images, j'espère vraiment que ça rendra bien. Remerciement aussi à quelques personnes de la vieille garde avec qui j'ai pu discuter, c'était vraiment des discussions très intéressantes et très sympas, donc franchement c'est une très belle après-midi pour moi, en plus de vous proposer cette vidéo fantastique. Merci vraiment encore à toutes les personnes qui ont rendu ça possible. Entre les fumigènes, les chants, les bruits, etc., les pétards et les détonations, j'ai les oreilles qui sifflent, donc on va faire l'outro le temps un peu plus tard, le temps que la tête ne bourdonne plus, et puis je vous dis à dans tout de suite pour la dernière partie de cette belle vidéo. Voilà les amis, on est retourné un petit peu au calme pour les derniers mots de cette vidéo, un format qui était absolument inédit pour moi. Ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire que voilà, c'était pas forcément l'exercice habituel, c'est très différent de ce que je propose habituellement. J'ai pas été parfait, il y a probablement des choses à corriger, à améliorer, mais voilà, si l'épisode va se reproduire, si ça a l'occasion de se refaire, on pourra, j'espère en tout cas, améliorer certaines choses. Pas pu tout dire également, ça a été déjà une très longue vidéo, mais il y a encore énormément de choses à aborder. Il y aurait eu énormément de choses à aborder, notamment à Strasbourg. Et puis mon mot de la fin également, c'est encore une fois un remerciement envers Maxime, envers les UB90 pour la confiance accordée, pour m'avoir permis de réaliser cette vidéo absolument incroyable. Remerciement aussi pour mon frère qui a organisé et réalisé le tournage. Un grand merci parce que c'est grâce à lui également que la Arena existe. Et puis un merci à toutes celles et ceux qui auront suivi cette vidéo. Je vous salue toutes et tous, je vous embrasse toutes et tous. Merci pour tous les amis. Rendez-vous très bientôt pour la suite des aventures sur l'Arena. Ciao, ciao.